l'Ukraine. Donc on va réécouter Volodymyr Zelensky qui lui a une nouvelle idée pour mettre fin à la guerre et on en parle juste après. Je crois que la Russie peut être poussée à mettre fin à cette guerre. C'est elle qui l'a commencé et on peut la contraindre à y mettre un terme. Mais si le monde ne vise pas un changement de régime en Russie, cela signifie que même après la fin de la guerre, Moscou continuera à tenter de déstabiliser les pays voisins. Voilà, un changement de régime. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Comment fait-on pour provoquer ce changement de régime en Russie? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire avec des sanctions économiques, pression politique, un assassinat ciblé, je ne sais, que sais-je encore? Non, c'est des expéditions militaires. Il y a eu des expéditions de changement de régime, surtout par ce qu'on appelle la pensée néoconservatrice, qui considère que la démocratie, le bon gouvernement doit être mis en place par la force. Alors on en a eu une en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Afghanistan, avec les résultats qu'on connaît. Et ça a donné des résultats absolument catastrophiques. Le chaos qui a été mis par les anglo-saxons, les Américains et les Anglais, nous y sommes opposés en Mésopotamie, c'est un chaos qui est toujours pas résolu, si vous voulez. Ça fait des centaines de milliers de morts, et c'est toujours pas résolu. Et donc, et en fait, ça a fait naître l'État islamique, si vous voulez. C'est ce chaos qui a fait naître l'État islamique qui, aujourd'hui, continue à nous combattre, nous, les Occidentaux. Donc, Zelensky dit ça parce qu'effectivement, il imagine, il rêve d'une Russie qui serait comme ça, comme par miracle, gouvernée par un démocrate. On n'en a pas vu beaucoup dans l'histoire de la Russie des démocrates. On a vu un qui était à moitié démocrate, il avait quand même perdu les élections de 96, mais là, bon, les Américains ont dit tu peux rester quand même. En 1917. Il s'appelle Yeltsin. Voilà, Kerensky, il est resté quelques mois, mais on n'en a pas connu beaucoup. On a connu plutôt des tsars, des dictateurs, des hommes forts en Russie. Voilà, alors, voilà. C'est un rêve, et je pense que le problème, il a le droit de rêver, Zelensky, mais le problème qu'il a, c'est que c'est un rêve qui n'amuse plus les Européens, parce que beaucoup, comme les Français ou les Allemands, ont condamné les expéditions néoconservatrices, mais aussi les Américains, parce que les Américains sont revenus là-dessus. Donc je pense que cette histoire de changer le régime de la Russie par la force, c'est juste un truc qui ne va pas accrocher dans les pays du monde. Ce que vous dites, sauf que Zelensky, c'est tout sauf un naïf, un idéaliste, et quelqu'un qui dit les choses généralement avec une idée derrière la tête ou un message à faire passer. Ce n'est pas quelqu'un qui parle à tort et à travers de manière générale. Pourquoi dit-il cela ? Parce que, effectivement, in fine, c'est la seule façon pour retrouver un apaisement et de la sécurité sur le continent européen. C'est un changement de régime. Personne ne peut dire quand est-ce qu'il va se produire. Mais c'est l'objectif qu'il faudrait avoir. C'est-à-dire qu'il faut arriver à isoler Poutine. Pour ça, il faut que déjà Trump fasse un bout de chemin pour comprendre qu'effectivement, il y a une forte volonté de la part des Européens de soutenir l'Ukraine, qu'elle soit dans son bon droit, et qu'on est véritablement contre Poutine. Donc il faut isoler Poutine. Il faut aussi que les BRICS fassent leur chemin et qu'un certain nombre de pays ne croient pas que, effectivement, le modèle autoritaire de la Russie est un modèle gagnant. Donc il y a toute une culture à mettre en place. Ensuite, les moyens d'action, c'est pas par la force, mais c'est la bataille de l'information, bien sûr. Et là-dessus, on est en train de s'armer de plus en plus. Moi, j'ai rendu un rapport sur la fonction influence et sur la lutte contre la désinformation. Et on voit bien que face aux attaques hybrides, il faut que l'on se muscle aussi. On est capable maintenant de débunker, on est capable de dire à la Russie, on vous a vu, on sait ce que vous avez fait, et de dénoncer leur stratagème. Mais on peut se montrer aujourd'hui un peu plus offensif. Et ça ne se passe pas seulement en Europe, ça se passe partout sur la planète. Et il faut en même temps, et c'est pour ça que moi je suis présidente de ce groupe, on dit plus amitié, parce qu'il n'y a pas d'amitié institutionnelle France-Russie, c'est pour soutenir l'opposition démocratique, qui n'est pas encore complètement unie, mais qui a maintenant des visages forts, comme Karamurza, Ilya Yashin, et s'ils se fédèrent, qui peuvent porter un message, mais c'est surtout pour garder un lien avec la société civile russe, à travers les journalistes en exil, les journalistes russes en exil. Est en train de se préparer. J'aimerais vous faire écouter quelque chose. Qui peuvent faire passer vous savez, il y a des millions de gens qui écoutent encore des voix différentes via Internet. L'isolement, ça a été tenté par les États-Unis contre Cuba pendant 60 ans, et le régime castriste
60 ans plus tard, est toujours en place. Toujours. Ça ne marche pas, madame. Ça va marcher dans 10 ans même. On va écouter ce qu'a dit l'un des hauts responsables, un des hauts diplomates américains aujourd'hui à l'ONU, au sujet de ce qu'ils espèrent faire avec la Russie dans les jours qui viennent, les Américains. Écoutez. La Russie et l'Ukraine doivent négocier un cessez-le-feu et une paix durable. Il est temps de conclure un accord. Le président Trump a clairement indiqué que cela devait être fait avant le 8 août. Les États-Unis sont prêts à mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour garantir la paix. Voilà, avant le 8 août, c'est le mot-clé évidemment. Donc avant la fin de cet ultimatum, les Russes doivent trouver un chemin vers la paix. Est-ce que les Américains ont les moyens de le faire et de le frayer, ce chemin pour les Russes qui visiblement pour l'instant ne sont pas très, promptes à faire des efforts? Vous avez raison, ils ne sont pas très allants et peut-être que cette échéance du 8 août apporte une explication à notre étonnement face à la posture de Zelensky. Je m'explique. C'est assez étonnant de voir le président ukrainien changer de posture dans une phase de début de négociation pour un cessez-le-feu, là où pendant toute la durée qui a précédé, l'Ukraine a pu se targuer de négocier un cessez-le-feu sans conditions préalables. Et là, l'idée d'un changement de régime laisse entendre qu'il y aurait presque des objectifs cachés, un agenda dissimulé chez Zelensky. Et donc, on doit se demander pourquoi est-ce qu'il y a ce changement de rupture. D'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant que l'argument qu'il annonce, et je partage plutôt votre avis sur ce point précis, il n'est pas faux. On imagine mal la sécurité en Europe être restaurée avec une architecture solide de sécurité en Europe, avec un régime qui fonctionne, qui procède, qui vit de la guerre. Le régime de Poutine vit de la guerre, économiquement, politiquement. Donc l'argument de Zelensky n'est pas totalement absurde. Simplement, il est diplomatiquement totalement inopérant dans le contexte qu'on connaît. Et d'ailleurs, il pourrait avoir un impact sur les négociations qui pourraient s'amorcer avec la Russie, qui pourrait dire, attendez, qu'est-ce que c'est que ces oukases de Kiev sur un changement de régime, alors qu'ils reprendraient leur logique habituelle. Celui-ci, ce président ukrainien qui n'a même plus de mandat parce que le terme de son élection est arrivé. Bref, ça pourrait se retourner contre lui. Et donc c'est intéressant de chercher à comprendre pourquoi il a pris ce risque dans ce contexte précis. Et selon moi, il est peut-être allé chercher un tout petit peu ce qui reste de fibres néoconservatrices chez les républicains américains, qui se sont fait humilier pendant 6 mois par Poutine, qui, au dire de Trump lui-même, les balade. Et donc, ils ont pris conscience, le général Richoud l'a très bien dit tout à l'heure, il y a eu un bouger dans les dernières semaines sur la posture américaine dans ces négociations. Et peut-être que Zelensky parle d'un changement de régime, met cette idée dans l'air pour que dans cette négociation où Trump va réellement engager un rapport de force dans les 8 jours à venir, cette idée chemine aux États-Unis. Alors, je suis d'accord avec vous, Renaud, ça n'a, selon moi, aucune chance de prospérer. Mais si on doit tenter de trouver une hypothèse de pourquoi Zelensky a fait ça, eh bien, je pense qu'il faut corréler votre premier sujet avec le deuxième et que là, peut-être qu'on trouve une explication chronologique à un mouvement diplomatique un peu innovant. Elisabeth n'est pas d'accord. Non, je pense que cette idée de faire appel aux néoconservateurs qui aujourd'hui sont plus ou moins morts et enterrés au profit d'une certaine nombre. Parce que Marco Rubio a été néoconservateur, alors il en garde peut-être quelque chose. Et aujourd'hui, de ce qu'on entend à Washington, pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que être loyal à Trump aujourd'hui, c'est ce qui fait survivre politiquement. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le Sénat. On entend beaucoup parler de Lindsey Graham, le sénateur de Caroline du Sud. Le problème, ce n'est pas le Sénat aujourd'hui, c'est la Chambre basse. Et c'est justement cette majorité de MAGA. Alors, si Trump décide, ils se plieront tous parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais ces néoconservateurs, l'idée d'un changement de régime ne plaît pas à ces MAGA. Comme ça ne plaît pas, enfin, Renaud a bien dit, les Européens ont toujours critiqué cette idée de changement de régime, y compris il y a à peu près un mois, quand les Israéliens ont parlé de l'Iran, qui est quand même une menace à peu près pour toute la région et au-delà, vu les annonces qu'on a vues aujourd'hui. Tout le monde a dit, changement de régime, il faut que ça vienne de l'intérieur. On ne peut pas l'imposer, pour des raisons que Renaud a déjà citées. Je ne vois pas, du coup, d'où vient cette idée de Zelensky, sachant que ça a beaucoup moins d'écho en Europe et qu'aujourd'hui, les Américains, pour un changement de régime, c'est-à-dire envoyer des troupes, les Américains ne le feront pas. Non, jamais. Enfin, jamais. Pas par la force, dans le monde actuel, jamais. Je pense, c'était juste rapidement, c'est pour dire, je pense qu'on est dans la guerre cognitive. C'est ce que je voulais vous dire. On est sur la guerre des perceptions. Donc, est-ce qu'on peut instiller l'idée que
Tout le monde en parle déjà. Il faudrait, et voilà, même aux États-Unis, qu'il peut y avoir dans un temps, et ça reste complètement hypothétique, je suis d'accord, mais enfin qu'il n'y a rien de figé, de stable, et qu'il faut savoir ce qu'on veut, et influer sur les perceptions d'autres pays, je dis qui se qualifient de neutres et qui ne veulent pas prendre parti. Est-ce que cette guerre cognitive, le président de la République en a parlé d'ailleurs le 13 juillet lors de son discours, ça va être l'essentiel hors du front en Ukraine. On va y aller sur le ça va être l'essentiel des conflits et des heurts et des secousses que l'on va vivre de par la planète. C'est un peu des vœux pieux, quoi. C'est ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking. Non, je parle pas mais je parle de la guerre cognitive. Je dis c'est ce qui va nous animer, nous occuper, qui va essayer de structurer la façon de penser, les perceptions dans les différents pays. C'est ça l'enjeu c'est ça la guerre de demain. Ça va prendre du temps. La question, elle est toute simple ce soir. Est-ce que les nouvelles sanctions économiques imposées par Trump aux Chinois, aussi aux Russes aussi, et aux Indiens va permettre ou va forcer les Russes à s'asseoir à la table des négociations dans 8 jours? C'est dans 8 jours, c'est le 8 août. Je réponds non. Non, je ne le crois pas. Parce que la Russie est résiliente, elle a les moyens de ne pas céder, au moins elle est en mauvaise posture, elle est économique, etc. Mais c'est quand même un pays de 17 millions de kilomètres carrés qui est assis sur un tas d'or de matières premières. C'est pas ça qui va les faire céder, ça voudrait dire capitulation. On voit bien que Poutine, son sort, je dirais, est quand même lié à un certain nombre de succès sur le front et sur le plan diplomatique. Je ne le vois absolument pas céder, parvenir spontanément à la table des négociations, simplement parce qu'on lui a dit qu'on allait sanctionner l'Inde, la Chine, etc. Il va continuer avec ses 400 ou 500 navires à faire son commerce de contrebande, qui continuera parce qu'ils se mettent bord à bord au large, ils transfèrent le pétrole comme ça, donc il va bricoler. Peut-être que ça aura un impact sur ses capacités budgétaires, ses capacités de revenus, etc. Mais en aucun cas, je ne crois qu'il va venir à la table des négociations dans les 8 jours. Ça me semble un petit peu de la science-fiction, ça. Cette bataille de communication, elle a aussi lieu concernant le front. Vous allez le voir, c'est une ville dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Tchassivyar, c'est une ville une ville clé, dit-on, du Donbass, et dans laquelle les Russes et les Ukrainiens se battent depuis 2 ans. 2 ans, ça n'a jamais duré aussi longtemps, une bataille entre ces 2 pays dans une ville depuis le début de cette invasion globale. 2 ans, et là vous le voyez, ce sont donc des drapeaux russes qui ont été agités par des soldats à Tchassivyar. Alors écoutez ce que dit ce soldat russe, et puis après on va développer. La protection était telle qu'au nord, des hommes d'autres régiments marchaient le long des zones peuplées. Nous savons que cette ville était une tâche difficile, mais il était possible de s'y accrocher, d'y entrer et de la défendre maison par maison. Voilà, les Russes qui affirment donc avoir pris la ville, les Ukrainiens qui démentent. Lorsque l'on regarde, vous savez, ces cartes interactives qui montrent la progression des troupes, il est vrai que les Russes ne contrôlent pas entièrement Tchassivyar, mais que les Ukrainiens en sont presque sortis, donc difficile de dire qui livrait. Ouais. Pourquoi d'abord cette guerre des communiqués autour de Tchassivyar ? Tchassivyar, comme vous l'avez dit, c'est une ville un petit peu symbole, un petit peu comme Bakhmout, et puis c'est une ville stratégique. C'est une ville qui est un peu en hauteur, donc qui domine la région vers l'est, et qui était barrée par un canal également qui permettait de ralentir l'avancée ennemie, et c'était aussi un nœud logistique qui permet d'approvisionner un certain nombre de choses sur le front. Donc pas facile à prendre. On annonçait déjà sa chute, moi je me souviens, en septembre dernier, et on est en juillet. Voilà. Donc il faut rester vraiment très très prudent. La ville presque tombée. Voilà, nous, Stalingrad, novembre 41, ils sont à 100 mètres de la Volga et ils n'ont jamais atteint la Volga. Il faut quand même tout à fait... novembre 42, 42, vous avez raison, novembre 42. Novembre 42, ils n'ont jamais atteint la Volga, donc il faut rester un petit peu prudent.
parce qu'on ne peut pas tirer une courbe en disant ils perdent, et puis ils vont perdre. Voilà, donc on n'en sait rien finalement. Ils sont en mauvaise posture, mais il faut rappeler quand même, les Russes ont laissé, je veux dire, sur le plan de l'attrition, sur le plan du freinage, c'est un exemple majeur d'une opération militaire de freinage absolument réussie. C'est-à-dire échanger du terrain contre du temps, quand on est en infériorité numérique, etc. Et en même temps causer le maximum d'attrition. Vous avez 2 ans pour prendre une ville comme ça. Ça n'est jamais arrivé pour toutes les autres villes dans lesquelles se sont battus Russes et Ukrainiens. Bakhmout. Et attendons la confirmation. C'est 6 mois. Bakhmout, ça a dû être presque 6 mois, je pense. Mais attendons d'abord de voir qu'il y ait confirmation. Tant que les Ukrainiens sont en possession d'une partie de la ville, ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu la partie. Et de toute manière, ça ne signifiera pas la rupture du front. Il faut bien qu'on en soit conscient. Ça veut dire qu'ils auront avancé de quelques kilomètres, dont la ville, mais c'est pas ça qui va changer la donne. Les Ukrainiens ont eu le temps de renforcer leur position défensive. Bien sûr, ça fait en 2 ans, s'ils ne sont pas un peu talés dans la profondeur, ils n'ont pas installé un dispositif de défense dans la profondeur, c'est vraiment là qu'on ne peut rien faire pour eux. Donc non, ils l'ont fait. Et donc, si la ville tombe, ça ne changera rien à la physionomie globale du front. Ça prouve aussi que l'offensive d'été, elle n'existe pas. Ça veut dire que les Russes, aujourd'hui, ne sont capables d'avoir que des micro-gains, de progresser mètre par mètre, mais en aucun cas faire une offensive de rupture. La Russie continue de progresser malgré tout dans l'est de l'Ukraine, alors très doucement. Très doucement. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi aussi doucement ? Quelle est la stratégie de la Russie dans un moment diplomatique où Vladimir Poutine aurait intérêt à ce que ses troupes avancent le plus rapidement mais moi, je crois qu'il ne le fait pas exprès du tout. Il est au maximum de ce qu'il sait faire. Et là, c'est peut-être je voudrais réinsister là-dessus. Quand on parle des sanctions économiques qui ne font pas leur effet, c'est peut-être aussi, s'il progresse doucement, c'est peut-être que les sanctions économiques font leur effet également. Imaginez ce qu'aurait été la puissance de la Russie s'il n'y avait aucune sanction, s'il s'approvisionnait en semi-conducteurs dans la terre entière, qu'il pouvait acheter tous les missiles du monde et puis commercer le pétrole comme il l'entendait. Vous imaginez un peu, ça serait peut-être pas cet état-là du front. Donc là, on a une clé d'explication. Et sur le plan militaire, ils sont mal en point aussi. Donc ils sont épuisés comme les Ukrainiens. Ils ne sont pas capables de percer. Ils sont au maximum de ce qu'ils savent faire avec l'armée taillée comme elle est, bien entendu. Ils n'ont jamais déclaré la mobilisation générale. En revanche, ils disposent de beaucoup de drones et de missiles. Et je pense qu'ils ont mis tout l'effort là-dedans et dans les usines de production. Et il faut quand même être conscient qu'ils ne sont pas dépourvus, démunis. Mais je pense que sur le plan militaire, effectivement, sur le front, ils ne peuvent pas faire plus avec ce qu'ils ont, avec des soldats qui sont peut-être mal formés, mais les villes sont ciblées. Et c'est ça ce que joue Poutine, visiblement, en ce moment. Alors, je ne sais pas ce qu'il va proposer à Trump. À mon avis, effectivement, il va vouloir reprendre la main sur l'agenda, reproposer une autre date, quelque chose de... On verra bien ce qu'il dira. Mais en tout cas, il pilonne les civils, Kiev et d'autres villes. Et ça, c'est dramatique pour les Ukrainiens qui sont... il y a une saturation et donc il y a des missiles qui arrivent à passer. Il n'a pas fait le choix, en fait, Poutine. Il avait la possibilité, mais il pouvait la prendre tout de suite. On a tout le monde compris. Il pouvait s'en tirer la chemise sèche de son aventurisme militaire de février 2022, qui n'avait pas réussi, puisqu'il pensait lui-même prendre Kiev en une semaine, puisque les soldats russes qui sont descendus vers Kiev de la Biélorussie, ils avaient des uniformes de parade dans leur sac à dos. Donc, c'était bien qu'ils pensaient prendre Kiev en une semaine ou en 2 semaines. Et là, il avait une voie de sortie exceptionnelle, envoyée par le bon Dieu, pour lui, qui était de faire la normalisation des relations entre l'Amérique et la Russie, et certainement la levée des sanctions. Les Américains auraient levé les sanctions, et évidemment, les Européens auraient suivi. Et cette offre en or, il ne l'a pas prise. Et c'est assez inquiétant parce que ça prouve qu'en fait, cette histoire, on n'est plus dans la rationalité économique d'un pays, si vous voulez. Cette histoire, il la prend personnellement. La résistance
des Ukrainiens, la volonté de liberté, d'indépendance des Ukrainiens, et c'est comme si c'était une insulte personnelle contre lui. C'est pour ça d'ailleurs au président américain. Voilà. Et donc là maintenant, c'est difficile, et je crois que le général a raison. Je crois que c'est trop tard. Il a eu tout moyen de réfléchir à la proposition américaine, qui était maintenant ancienne de plusieurs mois. Et la seule chose que nous devons espérer, c'est que ce conflit reste localisé, que ça ne dégénère pas en guerre mondiale comme un micro-conflit qu'on avait en Bosnie-Herzégovine en 1914 avec des Autrichiens qui étaient là, qui avaient colonisé depuis peu, qui a dégénéré en une guerre mondiale qui était le suicide de l'Europe. Espérons que ça ne va pas déborder les frontières, et espérons surtout que la Chine ne va pas entrer dans la danse aux côtés des Russes. Thomas Friand, sur cette hypothèse, est-ce que la Chine peut officiellement entrer dans la danse? Elle y est déjà dans cette danse, sans véritablement le dire, mais en tout cas, elle participe à cette guerre en affichant une neutralité, on va dire, bienveillante vis-à-vis de la Russie. Je pense que cette question elle est très importante parce qu'elle complète votre analyse, Renaud, dans la mesure où l'entêtement de Poutine à poursuivre la guerre alors qu'il avait en effet cette bifurcation possible que Trump lui a offerte. Elle repose sur deux facteurs. Le premier, c'est celui que vous avez mentionné, c'est-à-dire cette vision un peu téléologique de cette guerre. Dans son esprit, c'est la vocation civilisationnelle de la Russie que d'aller reprendre l'Ukraine, qui en fait partie. Mais il y a un deuxième élément qui est très important, c'est qu'il y avait une alternative économique à la proposition de Trump qui ne l'a pas bien prise en compte non plus. Cette alternative économique, c'est votre question, Thomas, c'est le fait que la Chine a su accompagner la mutation de l'économie russe en une économie de guerre. L'économie russe est une économie hyper inflationniste, hyper endettée, qui a su se préparer avec des réserves de change, notamment grâce à sa manne gazière et pétrolière, mais qui tient grâce à l'économie chinoise en termes d'investissement, en termes d'exportation, qui fournit tout un tas de matériel. Et c'est bien plus important que ce qu'on a dit sur l'Inde, même s'il ne faut pas négliger le rôle que l'Inde a joué dans ce contexte-là. Et là, on en revient à la question des sanctions secondaires, parce que je suis assez d'accord avec ce que le général Richoud disait tout à l'heure. Il n'y a aucune certitude quant à l'effet de sanctions secondaires sur la fin du conflit. Néanmoins, dans une guerre d'attrition qui se joue tant sur le plan du champ de bataille que sur le plan du champ de bataille économique, des sanctions secondaires peuvent être extrêmement importantes au regard de la relation entre la Russie et ses partenaires des BRICS. Alors si Trump va dans cette direction, il prend des risques très importants. Le premier d'entre eux, c'est de coaliser encore plus les économies des BRICS. Ça, c'est pas du tout négligeable, parce qu'il est de plus en plus isolé. Trump confère ce que vous disiez tout à l'heure, madame, sur ce qu'on est en train de faire de manœuvres sur la Palestine, la reconnaissance, qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis sont le seul État du P5 qui va se retrouver dans cette position de refus face au grand Sud global qui veut voir l'État de Palestine isolé. Parenthèse, Donald Trump a imposé hier au Brésil des droits de douane à hauteur de 50%. Voilà. Et donc, on est bien dans cette logique de confrontation assez systématisée avec les BRICS. Mais pour rester focalisé sur la Chine, non seulement il prendrait un risque diplomatique important du fait de ce qu'on vient de se dire sur les BRICS, en plus de ça, il prendrait... Mais il pourrait le faire parce qu'il sent... Donald Trump est un peu comme un squale, il sent là où le sang passe. Et en l'occurrence, le sang russe, il passe sur le champ de bataille. Le général a très très bien démontré tout à l'heure l'effet de la guerre d'attrition sur la puissance russe. Mais il passe aussi sur le champ économique avec une croissance qui est en fait totalement portée par l'industrie de défense, une inflation record, un niveau d'endettement public et privé qui est délétère pour l'économie russe, si bien que là, touché là, non seulement ça a déjà prouvé une vraie forme d'efficacité, mais dans la fin d'une guerre d'attrition, ou dans la mise à mal d'un système qui est fondé sur une guerre d'attrition, c'est très important. Et là, il va devoir, au fond, faire extrêmement attention, parce que cibler les partenaires économiques de la Russie pour pouvoir toucher la Russie, les effets de bord deviennent assez incontrôlables, y compris quand on a mis à feu une guerre commerciale juste avant, y compris quand on s'apprête à faire une dévaluation compétitive de dollar juste après. Parce que derrière ce qui se passe entre les BRICS et les États-Unis, c'est un mot que Lula, vous parlez de Lula à l'instant, a tout le temps à la bouche, la dédollarisation du monde. Ça fait 20 ans, 15 ans que le dollar, dans les réserves de change mondiales, a perdu des parts de marché. On a perdu environ 15 points. Ça ne s'est pas fait au profit d'une grande devise mondiale alternative. Le yuan, le renminbi, ne s'est pas imposé, malgré la croissance chinoise, comme l'alternative mondiale au dollar. Mais avec sa dévaluation compétitive, et pour pouvoir soutenir l'économie américaine, Trump est prêt à sacrifier l'hégémon monétaire américain.
le fameux privilège exorbitant du dollar qui a structuré tout le système international. Il ne pourra pas faire ça en même temps que des sanctions secondaires extrêmement fortes contre les grands partenaires économiques de la Russie. Et donc on voit que, évidemment, que l'intuition trumpienne, sur ce plan-là, elle est assez sensée. En revanche, c'est une épée à double tranchant qui, pour l'économie américaine, peut être d'une violence incroyable. Et pas seulement pour l'économie américaine, pour l'économie mondiale. Et donc il faut suivre ça avec beaucoup d'attention. Parce que si ça se produit dans le creux de l'été, la rentrée économique, elle ne sera pas seulement compliquée à l'Assemblée nationale avec le budget et 44 milliards d'économies, elle sera mondialement très compliquée. On va suivre ça évidemment avec beaucoup d'attention. Cette guerre en Ukraine, elle déborde sur les réseaux, dans les chancelleries et parfois même dans les différents lieux de pouvoir du monde entier. En témoigne cet échange absolument incroyable entre Donald Trump et un autre ancien président, Dmitry Medvedev. On va regarder ce que dit Donald Trump. D'abord, le président des États-Unis. Disons à Medvedev, l'ancien président russe raté, et bim, prends-toi sa saucisse, comme on dit, qui se prend pour un président de surveiller ses propos. Il s'aventure en terrain très dangereux. C'est ce que répond Donald Trump à ceci. Vous allez le voir, Dmitry Medvedev, si les propos de l'ancien président russe provoquent une réaction aussi nerveuse chez un président américain aussi redoutable, vous comprenez l'ironie, vous l'entendez, vous la lisez, cela signifie que la Russie a tout à fait raison et qu'elle continuera à suivre sa voie. Cela s'appelle une fin de non-recevoir aux propositions, évidemment, de s'asseoir ensemble à la table des négociations. Sur ce, parce que ce n'est pas fini, Marco Rubio s'est aussi exprimé. C'est le secrétaire d'État des États-Unis, ancien faucon, proche de Donald Trump désormais. Medvedev n'est pas un acteur important de la politique russe, n'est pas un décideur, il n'a participé à aucune de nos réunions, ni à aucune de nos conversations. Voilà, on essaie de faire doucement retomber la pression, ça c'est à Fox News, en espérant peut-être, qui sait, que le président des États-Unis regarde Fox News et se rend compte que Medvedev n'est pas si important que ça. Il y a aussi, je crois, une autre figure politique américaine qui a réagi contre Medvedev. Le ton monte depuis quelques jours. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou est-ce que ce ton monte comme cela parce qu'il y a cette échéance et donc c'est cet ultimatum posé par Donald Trump? Alors oui, je pense que le ton monte pour deux raisons. Très clairement, il y a un tournant chez Trump que tout le monde a mentionné ici. Et on sait que Trump n'aime pas, on va dire, les attaques à son ego, les attaques personnelles. Il est quand même assez sensible. Et on peut imaginer que Medvedev, qui est connu pour ses postes pour le moins... incendiaires. Parfois, on suggère qu'il pourrait être sous l'influence de vodka ou d'autres substances. Ça ne passe pas aux États-Unis et je pense qu'il y a une volonté de lui remettre à sa place. Mais je pense qu'effectivement, le rhétorique augmente le plus proche quand on arrive à cette date fatidique au mois d'août. Ceci étant dit, comme souvent avec le camp Trump, faites attention, le rhétorique, ça ne veut pas dire des actions. Et tant qu'on n'a pas vu des choses arriver, c'est soit des votes au Sénat et à la Chambre, soit des décrets exécutifs parce qu'il en a le pouvoir pour un certain nombre de choses. Ça reste quand même dans des menaces en l'air ou un rhétorique. Des menaces en l'air, oui. Pardonnez-moi. Moi, je n'ai pas l'expérience que vous avez, mais on parle d'un président en exercice, président des États-Unis en l'occurrence, d'un ancien président, Premier ministre russe, quels que soient ses penchants, qui échangent d'une manière extrêmement violente aux yeux du monde. On se demande d'abord dans quel monde on vit, mais on a changé de monde. Quelles peuvent être les conséquences. Non, mais bien sûr, mais je pense que Trump n'aurait pas dû répondre. C'est absolument pas de son niveau. Mais c'est pas Trump de ne pas répondre. C'est ça le monde qu'on a. Peut-être Rubio et peut-être même pas Medvedev. Effectivement, il ne compte pas. Je veux dire, Trump, il se dévalorise. Je veux dire, il dévalorise son image en répondant à un personnage secondaire qui n'a pas d'influence sur la vie, sur la virus. Medvedev, c'est toujours le bout de feu qui explique que c'est le Soloviev de la politique finalement. Il explique en permanence que l'apocalypse nous attend, etc., etc., etc. Mais quand on regarde bien, c'est absolument pas le narratif, ni le vocabulaire, ni de Peskov, des gens qui y pèsent, ni même de Vladimir Poutine. Le narratif, comme vous dites, général, pardon, il a changé. Ce soir encore, on va encore... Mais Medvedev, c'est pas le même niveau. Ce que fait la Russie est dégoûtant. Dégoûtant, c'est ce que dit Trump en direct tout à l'heure. Oui, mais il n'aurait jamais dû répondre à un personnage de second plan. C'est un peu comme s'il répondait à Soloviev, pour moi.
moi, ça n'a aucun sens de répondre à un personnage comme ça. Le président de la République des États-Unis d'Amérique, il répond à Vladimir Poutine. Il ne répond pas à un personnage secondaire de la politique russe. Et Trump l'intérieur. est énervé. Non, mais voilà. surtout Trump fonctionne différemment de tous les présidents de gauche ou de droite qu'on n'a jamais vu aux États-Unis. On a vu beaucoup à Washington, même des présidents comme le Bush Jr. qui pouvaient s'énerver, avec quand même un minimum de finesse, de politesse. Trump n'a pas ces filtres diplomatiques ou autres qu'ont les présidents, que ce soit des présidents américains du passé ou le président français. Donc il le fait. Moi je pense que Rubio aussi, où on dit aux États-Unis qu'ils essaient de s'approcher de plus en plus de Trump pour les prochaines élections et pour garantir sa survie politique à long terme, il répète ce que dit le boss aussi pour des raisons d'intérêt. Là, il est plutôt, comment dirais-je, en train d'essayer de calmer les choses, Marco Rubio, dans son message. Mais ces messages-là, Renaud, vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous a interpellé? Nous, quand on a vu ça aujourd'hui, alors évidemment, au début, on sourit, on se dit non, mais ils sont quand même gonflés. Et puis après, on se dit, mais attends, c'est le président, c'est l'ancien président. On est dans une guerre qui est en train de se jouer en Europe, dans un climat mondial en pleine effervescence, avec ces histoires de tarifs douaniers, et les deux s'insultent via les réseaux sociaux. Oui, alors on pourrait croire qu'on est dans un show de matamor, mais moi je suis en fait, et donc on pourrait en rire simplement, mais moi je suis plus inquiet. Je ne prends pas ça avec du tout le rire, et pourquoi? Parce que je me souviens très bien, j'ai couvert la guerre civile yougoslave, et là on a une guerre civile entre les anciens de l'URSS, la guerre civile yougoslave, et ça n'avait pas commencé par la guerre tout de suite. Ça avait commencé par de la propagande des deux côtés. On recevait comme journalistes des textes qu'on comprenait d'une violence incroyable qui nous venaient soit des Croates, soit des Serbes, qui étaient quand même censés être dans le même pays à l'époque, si vous voulez, comme si vous receviez tout d'un coup des lettres de Bretons et de Normands qui disaient un mal fou les uns des autres, quoi. Et rappelant les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Eh bien, on n'avait peut-être pas accordé suffisamment d'importance à ce que nous recevions comme courrier. Eh bien, nous avons eu tort, parce que ça a quand même donné la guerre civile de Vukovar, Sarajevo, etc., que j'ai couverte, et qui était quand même très violente. Donc je pense que ces déclarations, hélas, il faut les prendre au sérieux. Il faut faire comme Marco Rubio, faire de la diplomatie, essayer de calmer les choses. Mais ce n'est pas... Voilà, je ne suis pas rassuré. J'ai parié sur ce plateau qu'il y aurait plus de la guerre le 31 décembre 2025 en Ukraine. J'ai de plus en plus peur. Cher Thomas, ça va peut-être me gâcher mes vacances, d'ailleurs, de perdre mon pari le 31 décembre prochain. Mais il faut regarder ce triangle Trump, Poutine, Zelensky. Trump n'a pas hésité à humilier Zelensky. Zelensky, c'était le mauvais garçon. Et Poutine, c'était plutôt quelqu'un de respectable. Et puis, les choses changent. Et Trump se rend compte qu'il n'arrive pas à manœuvrer comme il voudrait avec les Russes. Donc maintenant, Zelensky, qui a toujours fait très attention à conserver la face à Donald Trump, est plutôt en odeur de sainteté en ce moment. Et là, c'est Poutine qui ne l'est plus. Poutine et ses sbires. Donc, on voit bien comment ça circule suivant les humeurs de Trump. Et c'est peut-être pour ça que Zelensky a parlé de changement de régime. Toujours pareil, même si on ne croit pas que ça va arriver dans 10 ans, peut-être même 20 ans, mais que c'est pas un gars... Poutine, c'est pas quelqu'un. Poutine, c'est pas un président, c'est pas un homme avec qui Trump arrivera à ses fins et arrivera à négocier. Je pense que c'est instillé cette idée-là au moment où Trump est véritablement énervé par Poutine, puisque Trump, il a dit qu'il allait faire la paix en Ukraine en 48 heures, qu'il allait régler le problème à Gaza, et en fait, force est de constater que là-dessus, il n'y a aucun résultat. Ces mots, il faut prêter attention ou pas? Moi, je pense qu'il faut y prêter attention, mais je suis comme Elisabeth et le général Richoux. Je ne prête pas attention au personnage de Medvedev. Non pas qu'il soit insignifiant,
mais il est très secondaire dans le paysage politique dont on parle. En revanche, je prête attention à ces mots parce qu'ils traduisent une époque nouvelle qui nous oblige à penser les relations internationales de façon totalement différente. C'est-à-dire que, moi j'appelle ça la brutalisation du monde, c'est-à-dire que le langage diplomatique n'a plus rien à voir avec la diplomatie. Ce langage-là, c'est le langage de l'invective. Et pourquoi c'est important ? Parce que c'est un langage qui est par essence pro-escalade. C'est un langage qui par essence est glissant. C'est un langage dans lequel vous ne pouvez pas bâtir de consensus politique en profitant de toutes les ambiguïtés laissées par les silences de la diplomatie. Et en fait, avec un Donald Trump, et en face Medvedev, c'est assez identique, qui occupe par sa verve, par sa faconde, parfois par sa clownerie, tout l'espace de la communication diplomatique, il ne reste plus rien d'ambiguïté stratégique pour construire. Et ça, pour moi, c'est le signe d'une bascule, d'un changement d'époque qui est encore plus important à analyser que ce que vous décriviez. Je suis d'accord que c'est inquiétant, ça peut nous poser question, mais à la fin, comme Soloviev, et là je rejoins le général Richoud, Medvedev se fend d'un tweet ou d'un X débonnaire et insultant une fois tous les 3 jours. Malheureusement, il nous y a habitués. Mais l'habitude, c'est ça qui est dangereux. C'est cette saturation du langage diplomatique par la colère qui ne laisse aucun espace à des termes favorables à la désescalade.